Donald Trump s'est présenté comme le sauveur de l'économie américaine. Il a promis de ramener des emplois, de relancer les usines, d'enrichir les agriculteurs et de placer les intérêts de la classe ouvrière américaine au premier plan. Mais derrière les slogans et les gros titres, la réalité est bien différente. Les emplois sont précaires, l'industrie manufacturière est en déclin, les agriculteurs peinent, les petites entreprises sont sous pression et l'inflation aux États-Unis a grignoté le budget des ménages. Les seuls gagnants ont été Wall Street et une poignée de géants de la tech. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous analysons 5 raisons pour lesquelles les promesses économiques de Trump se sont effondrées et pourquoi la réalité de son économie est en fait un immense et lamentable échec. Commençons par le premier échec, l'Amérique rurale et son secteur agricole. En réalité, l'Amérique rurale est à la traîne depuis plus d'un demi-siècle. De nombreux travaux ont été consacrés au fait que ces dernières décennies, alors que la finance et l'économie urbaine sont devenues le centre des États-Unis, le secteur rural a été laissé pour compte. En fait, le mécontentement rural a conduit à un immense soutien à Trump de la part du secteur agricole, Nothing, qui a reçu 23 milliards de dollars de subventions gouvernementales lors de sa première administration. Mais cette fois-ci, après sa réélection, Trump a porté un coup dur avec des droits de douane qui ont perturbé le commerce et les preuves s'accumulent chaque jour. Par exemple, lors d'un récent salon agricole dans l'Illinois, Scott Metzer, qui cultive du soja, du maïs et du blé dans le centre de l'Ohio et qui a parcouru plus de 480 km pour y assister, a constaté que le marché des cultures américaines devient plutôt difficile. On lui a dit que les agriculteurs font face à bien trop de perturbations pour envisager cette année des dépenses importantes, comme l'achat de tracteurs rutilants. Les agriculteurs américains s'attendent à des récoltes exceptionnelles cet automne, mais ils ont peu d'idées sur la destination de toutes ces productions. En fait, le département américain de l'agriculture prévoit une récolte de maïs record pour la saison qui commence en septembre. Les rendements du soja devraient atteindre un nouveau sommet, mais les droits de douane ont perturbé les marchés. Dans notre dernière vidéo, nous avons expliqué pourquoi la Chine a remplacé le soja américain par du soja brésilien dans le cadre de sa guerre commerciale de représailles avec les États-Unis, ce qui a entraîné d'énormes pertes pour les producteurs de soja américains. Le résultat, c'est que les agriculteurs américains se retrouvent avec des montagnes de stocks, alors que les tensions commerciales avec la Chine assombrissent les perspectives d'exportation américaine. Les prix des cultures sont plus bas que jamais. Selon le département américain de l'agriculture, le revenu net des exploitations agricoles a diminué de 4% cette année pour atteindre 141 milliards de dollars, après avoir chuté d'environ 20% l'an dernier. Le fait que ce ralentissement s'inscrive dans la continuité d'un long déclin du revenu agricole aux États-Unis le rend encore plus dangereux. Depuis 2011, les revenus agricoles ont en réalité diminué de façon continue, à l'exception de la période du Covid, qui a fait grimper artificiellement les prix, alors que les grandes entreprises augmentaient massivement leurs profits et leurs marges, ne répercutant qu'une infime partie aux agriculteurs. Mais l'administration Trump aggrave la situation pour les agriculteurs. Ceux-ci retiennent désormais leurs récoltes pour l'année prochaine. Selon Garrett Marks, directeur général de CNH Industrial NV, qui a présenté certaines de ses dernières machines au Salon agricole de l'Illinois, plusieurs entreprises agro-industrielles, dont le semencier Corteva est le premier producteur mondial d'engrais nutriments, habituellement des exposants majeurs à ce salon annuel, ont tout simplement décidé de ne pas y participer cette année. Peu d'agriculteurs cherchent à acheter même les technologies les plus récentes exposées, comme la connexion des tracteurs à Internet pour les aider à planter et récolter avec plus de précision.
Alors que les agriculteurs peinent à trouver des débouchés adéquats pour écouler leurs récoltes abondantes, les droits de douane augmentent également le coût des intrants agricoles essentiels comme les engrais, ce qui accentue la pression financière sur les exploitants. La détresse agricole, marquée par l'envolée de la dette et la chute des revenus, est devenue si grave pour certains que de nombreux producteurs de cultures échangent leurs tracteurs contre des troupeaux de moutons et se lancent dans l'élevage solaire pour survivre. Selon les données de deux études, l'une de la Federal Reserve Bank de Kansas City et l'autre de Minneapolis, les agriculteurs qui dépendent fortement de l'endettement pour fonctionner ont été plus lents à rembourser leurs prêts en 2024 et un nombre croissant d'entre eux vendent des actifs pour rester à flot. Parallèlement, les prix des intrants ont grimpé en flèche, en partie à cause des droits de douane et en partie à cause des grandes entreprises qui contrôlent les intrants chimiques et qui augmentent fortement leurs marges. L'American Soybean Association a averti que les producteurs sont proches, je cite, d'un précipice commercial et financier et ne peuvent pas survivre à une guerre commerciale prolongée avec la Chine. L'Association nationale des producteurs de maïs tire la sonnette d'alarme face à une crise économique dans l'Amérique rurale. La situation est si grave que dans le grand et magnifique projet de loi, l'administration Trump a dû accorder un certain soulagement aux agriculteurs en augmentant les directives de mélange de biocarburants afin d'utiliser davantage de carburants issus du soja et du maïs. La protection de l'assurance récolte a également été légèrement renforcée dans le cadre du grand et magnifique projet de loi de Trump. Cela s'inscrit dans la continuité du premier mandat de Trump, lorsque 23 milliards de dollars d'argent public ont été versés aux agriculteurs pour compenser l'impact des perturbations commerciales qu'il avait lui-même provoquées, même au cours du premier mandat. En passant, la détresse agricole est l'une des raisons pour lesquelles l'administration Trump a attaqué l'Inde sur les droits de douane, car il souhaite que le marché indien, contrôlé par les petits paysans, soit ouvert au secteur laitier et de l'élevage américain, qui traverse une crise et constitue l'une de ses principales bases électorales aux États-Unis. Dans tous les cas, les inquiétudes liées à la guerre commerciale ont éclipsé les avantages que procuraient les subventions sous forme d'assurance récolte, d'obligations de mélange de biocarburants et de prêts subventionnés. La détresse agricole a atteint un niveau tel qu'elle a même touché certains des plus grands géants de l'agro-industrie, dont les droits de monopole sur les intrants et les ventes rendent généralement leurs profits insensibles au ralentissement. Par exemple, le fabricant de pesticides Bayer a récemment enregistré des pertes de bénéfices, et des négociants en céréales comme Cargill, Bunge et ADM ont vu leurs ventes, leurs profits et la valeur de leurs actions chuter. Pendant ce temps, les fabricants de machines agricoles doivent faire face à des taxes sur l'acier et l'aluminium, ce qui augmente les coûts de production aux États-Unis à un moment où la demande industrielle a atteint un niveau plus bas. Et ça nous amène au deuxième échec de Trump. Le deuxième échec de Trump concerne l'industrie. En réalité, le déclin industriel de l'Amérique est un phénomène de longue durée et structurel. À son apogée en 1969, l'emploi manufacturier représentait 22% de l'emploi total hors agriculture. Mais cette part était tombée à 9% en 2019. Jusqu'en 1969, chaque récession économique était également suivie d'un important rebond de l'emploi manufacturier. Mais depuis 1969, et de façon encore plus marquée, entre les années 1990 et la crise financière mondiale de 2008, la chute de l'industrie manufacturière américaine a été assez brutale. Néanmoins, l'industrie manufacturière américaine a connu un léger rebond au cours des 15 dernières années. Aujourd'hui, elle représente environ un dixième de l'économie,
Mais son rôle est bien plus important que ce que ce chiffre laisse entendre. L'industrie manufacturière est concentrée dans des secteurs stratégiques comme la défense, la machinerie et l'automobile, qui offrent certains des meilleurs emplois aux États-Unis. Et si l'on ajoute les effets d'entraînement sur les services associés, la contribution réelle de l'industrie manufacturière à l'économie est bien supérieure à 10%. Certains l'estiment même à 16%. Le facteur le plus important ici est celui de la perception. Beaucoup d'Americains considèrent ce déclin de l'industrie comme le déclin de l'Amérique elle-même. Les soi-disant Magnificent Seven, des géants de la tech et des gestionnaires de fonds comme BlackRock et Vanguard, dominent peut-être encore la finance mondiale. Mais la finance technologique américaine n'a plus le même poids que l'Amérique industrielle d'autrefois. Trump et ses conseillers, de Stephen Miller à Peter Navarro, l'ont bien compris. C'est pourquoi il parle si souvent de rapatrier les industries aux États-Unis. Et cela s'inscrit dans une longue tradition américaine, de Ronald Reagan à Joe Biden, qui n'ont cessé d'évoquer le retour des emplois industriels aux États-Unis. En fait, pour l'administration Trump, l'un des objectifs affichés de l'imposition de droits de douane au monde entier est d'augmenter les emplois industriels aux États-Unis. Mais il ne suffit pas de le vouloir pour que cela se réalise. Sans une politique sérieuse et créative, ces promesses sonnent creux. Et la réalité est très claire. Sur le plan industriel, l'échec de Trump est particulièrement frappant. Vendredi, le dernier rapport sur l'emploi a montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis avait fortement ralenti le mois dernier, tandis que le taux de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis 2021, alimentant les inquiétudes, même au sein de la presse économique, selon lesquelles le marché du travail américain pourrait être au bord de l'effondrement. Les emplois non agricoles n'ont augmenté que de 22 000 en août, faisant grimper le taux de chômage à 4,3%, selon le dernier rapport du Bureau of Labor Statistics. Les pertes se sont concentrées dans les emplois du gouvernement fédéral, ainsi que dans l'extraction minière, l'exploitation de carrières et le secteur pétrolier et gazier. L'emploi fédéral est particulièrement frappant. Il a désormais diminué de 97 000 depuis son pic en janvier de cette année. Vous vous souvenez du DOTS, le département du licenciement de l'emploi fédéral? Le commerce de gros est également en baisse, avec 12 000 emplois perdus en août. C'est clairement l'effet de l'imposition de droits de douane à l'échelle mondiale. En fait, en tenant compte des révisions du rapport de vendredi, les créations d'emplois sont restées en dessous de 100 000 pendant 4 mois consécutifs, prolongeant ainsi la période la plus faible du marché du travail depuis la pandémie. Le nombre de personnes ayant définitivement perdu leur emploi a atteint son plus haut niveau depuis près de 4 ans. Le nombre de personnes au chômage depuis 27 semaines ou plus a atteint des niveaux jamais vus depuis 2021. En fait, il y a désormais plus d'Américains travaillant à temps partiel pour des raisons économiques qu'au cours de la pandémie. Et voici un point important. La révision du Bureau of Labor Statistics a également montré que l'emploi avait en réalité diminué en juin, non seulement une croissance négative, mais une véritable baisse. La première baisse mensuelle depuis l'année de la pandémie en 2020. Les données ont tellement surpris l'administration que l'administration Trump a limogé le commissaire du BLS et a nommé Uji Anthony, économiste en chef de la conservatrice Heritage Foundation, comme prochain commissaire du BLS. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est la Conservative Heritage Foundation, regardez notre première vidéo que nous avons réalisée la semaine dernière. De toute évidence, il y a désormais plus de demandeurs d'emploi sur le marché du travail américain que d'offres d'emploi. Et la situation aurait été encore pire sans le secteur de la santé, qui est aussi un signe de malaise et de demande artificiellement stimulée par un secteur privé
corrompu, le grand nexus entre les laboratoires pharmaceutiques et les assurances, qui a créé la majorité des emplois avec le secteur de l'IA. Mais attendez un instant. Trump et ses partisans ne prétendent-ils pas que les chiffres du BLS sont frauduleux? Mais bon, le BLS, l'une des organisations statistiques les plus réputées des États-Unis en matière de marché du travail jusqu'à présent, n'est pas la seule à montrer l'échec évident de Trump sur le marché de l'emploi. Challenger, Gray & Christmas, une entreprise réputée et organisme de collecte de données sur l'embauche, a constaté que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, les entreprises ont annoncé 882 362 suppressions d'emplois, le chiffre le plus élevé depuis la crise financière mondiale de 2008, à l'exception de l'année pandémique de 2020. Par rapport à l'année dernière, les suppressions d'emplois ont augmenté de 66% cette année. Cela résulte de la décision de Trump de licencier des employés fédéraux, puis d'imposer sa volonté sur les forces économiques et de marché via les tarifs douaniers, note le rapport. Ensuite, il y a le rapport ADP. Avec seulement 54 000 emplois créés en août, les données de recherche d'ADP montrent clairement une tendance à la croissance plus lente de l'emploi. INSEP Dari Moses Enapone IS, qui indique la même tendance de croissance de la croissance poids. Nous avons ensuite le laboratoire Ravelo, qui pointe à nouveau vers les mêmes conditions du marché du travail. La situation est en réalité si grave que ConocoPhillips, le plus grand producteur indépendant de pétrole des États-Unis, a annoncé mercredi qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à un quart de ses effectifs le mois prochain. Ce ne sont donc pas seulement les statistiques du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, qui est un organisme gouvernemental, mais aussi les principaux statisticiens du secteur privé sur le marché de l'emploi, l'ISM, Ravelo, EDR, CGC, qui convergent tous vers une même réalité catégorique. La Trumpnomie échoue lamentablement sur le marché de l'emploi. Cela nous amène au troisième échec de Trump, à savoir les services et les petites entreprises. La Chambre de commerce des États-Unis, le plus grand groupe de lobbying du pays pour la classe des affaires, a estimé ce mois-ci que les États-Unis comptent environ 236 000 petites entreprises importatrices, celles ayant moins de 500 employés. Les biens qu'elles ont achetés à l'étranger représentaient plus de 868 milliards de dollars en 2023. Mais aujourd'hui, le coût annuel total des droits de douane pour ces petites entreprises s'élève à 202 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de plus de 20% des coûts d'exploitation et équivaut à environ 856 000 dollars par entreprise et par an. Imaginez que vous êtes une entreprise de moins de 500 employés et que vous devez désormais payer près d'1 million de dollars américains supplémentaires en taxes indirectes au gouvernement. Et tout cela vise à compenser les énormes baisses d'impôts accordées aux grandes entreprises et aux particuliers fortunés grâce à la grande et magnifique loi. Selon Goldman Sachs, jusqu'en juin, les entreprises américaines ont absorbé plus de la moitié du coût des droits de douane imposés par Trump, le reste étant supporté par les exportateurs étrangers et les consommateurs américains. Lorsque le secrétaire au Trésor, Scott Bazin, a été interrogé sur ce rapport, il s'est contenté de répéter qu'il n'était pas d'accord avec Goldman Sachs. D'ailleurs, dans les mois à venir, la charge se déplacera encore davantage des importateurs vers les consommateurs, et la part supportée par ces derniers atteindra 67%, entraînant une inflation supplémentaire pour les consommateurs. La Fédération nationale du commerce de détail a ainsi prévu que les importations américaines devraient diminuer au second semestre de cette année, reflétant une consommation faible, ce qui nuit encore davantage aux ventes des petites entreprises, non seulement dans l'import-export, mais dans tous les secteurs, un point sur lequel nous reviendrons plus tard.
Par ailleurs, il est très important de noter que les petites entreprises américaines ont été à l'origine de plus de la moitié de la création d'emplois dans le pays ces dernières années. Les données du Bureau of Labor Statistics montrent clairement qu'en termes d'emploi, les petites entreprises sont bien plus importantes que les grandes aux États-Unis. C'est pourquoi le choc subi par les petites entreprises se répercute aussi directement sur le marché du travail. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les petites entreprises peinent à se conformer aux nouveaux droits de douane imposés par le président Donald Trump et doivent faire face à des tensions financières croissantes, ce qui les frappe de plein fouet avec des coûts d'importation plus élevés. D'ailleurs, ils subissent non seulement près d'1 million de dollars américains d'impôts supplémentaires par entreprise, mais aussi une bureaucratie écrasante. Les taxes spécifiques à chaque pays varient désormais de 10 à 50% à l'arrivée. Cela a engendré d'énormes obstacles administratifs. De nouvelles formalités ont été instaurées par les services des douanes et de la protection des frontières. Deuxièmement, il est nécessaire d'augmenter les cautions douanières, qui sont des garanties que les entreprises doivent acheter auprès de prestataires de sécurité pour s'assurer que le gouvernement perçoive ses recettes tarifaires. Il y a ensuite les sanctions potentielles. John Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, a déclaré que pour les entreprises américaines, il ne s'agit pas seulement des droits de douane plus élevés qu'elles paient. Ce sont les perturbations opérationnelles et l'incertitude que les nouvelles mesures risquent de créer. Auparavant, les entreprises américaines payaient le même tarif pour chaque pays et les douanes avaient un travail relativement simple. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comme l'a dit l'économiste lauréat du prix Nobel Paul Krugman, je cite, « Ce que nous voyons est le symptôme d'une politique commerciale trop complexe pour que notre administration puisse la gérer. Il est important de souligner que ce sont les petites entreprises qui sont le plus touchées par cette perturbation bureaucratique, car les grandes entreprises disposent de ressources internes pour gérer ces changements administratifs et ces coûts. En revanche, pour les petites sociétés, la conformité et la prévision représentent un véritable défi. Le résultat s'est fait sentir dans le secteur des services aux États-Unis, le plus grand secteur de l'économie américaine, qui est par ailleurs relativement résistant aux droits de douane. L'Institute for Supply Management, ISM, un observateur attentif des données sur l'emploi, montre que le secteur des services est presque à l'arrêt, les indicateurs d'emploi des services de l'ISM ayant reculé à 4 reprises au cours des 5 derniers mois. Et cela nous amène au 4e échec majeur de Trump, à savoir le secteur de la consommation, le secteur des consommateurs. Alors que les 3 échecs dans l'agriculture, l'industrie et les services reflètent le côté production de l'économie américaine, le côté consommation montre une tendance d'échec similaire. La consommation est un segment très important de l'économie des États-Unis. En fait, selon les dernières données des comptes nationaux du Bureau of Economic Analysis, la consommation représente plus de 68% du PIB américain. Et comme les dépenses de consommation comptent pour près des 2/3 de l'activité économique américaine, tout repli entraîne un effet domino négatif considérable sur l'économie. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'administration Trump a piétiné la consommation américaine. Selon un indice très suivi de l'Université du Michigan, le moral des consommateurs a chuté en août. Il est important de noter que la confiance des consommateurs aux États-Unis ne se remettait que lentement du choc massif subi pendant la pandémie. Mais l'administration Trump l'a nettement inversé, retardant indéfiniment le douloureux retour au niveau d'avant la pandémie. La baisse de la confiance des consommateurs américains est principalement due aux anticipations d'une hausse de l'inflation. Il s'agit là d'un autre indicateur fondé sur les données réelles des dépenses de consommation personnelle
calculée par le Bureau of Economic Analysis. Les dépenses de consommation ajustées à l'inflation ont atteint l'un de leurs niveaux les plus bas depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. La baisse de la consommation est visible dans les ventes de nombreux produits. Par exemple, les prêts automobiles à long terme augmentent aux États-Unis, tandis que les prêts automobiles à court terme diminuent, ce qui indique que les gens ne peuvent pas payer des primes plus élevées. Ou prenons par exemple un indicateur économique non traditionnel, les ventes de cartons ondulés utilisés pour fabriquer les boîtes qui transportent tout, des donuts au lave-vaisselle en passant par divers objets. Elles sont en baisse, ce qui indique que la demande de détail dans tous les secteurs a en réalité fortement ralenti. Ou prenons par exemple le marché immobilier, qui est très important. Le marché immobilier connaît son pire printemps depuis 13 ans. Avec l'augmentation de la dette, les consommateurs ont réduit leurs achats d'articles non essentiels. Le marché immobilier, déjà freiné par des prix élevés et des coûts d'emprunt importants, continue de peser sur la croissance économique. Les dépenses combinées dans la construction de logements et les projets non résidentiels ont chuté de 2,9% en juin par rapport à l'année précédente, l'un des pires reculs annuels depuis début 2019. En réalité, ce qui se passe est très grave, et les médias traditionnels ont étouffé ce fait. La réalité, c'est que les États-Unis sont pris dans une situation typique de stagflation. D'un côté, le chômage augmente. De l'autre, les prix grimpent. C'est pourquoi la Fed se retrouve dans cette impasse. Estimer l'inflation et améliorer l'emploi sont deux des objectifs déclarés de la Fed. Les spécialistes de la Fed affirment que, historiquement, la Fed est plus sensible à l'inflation qu'aux données sur l'emploi. Le fait que la Fed ait désormais annoncé une baisse des taux en septembre, malgré des pressions inflationnistes persistantes, confirme notre propos. Le marché de l'emploi et l'activité économique au sens large sont si négatifs qu'une relance monétaire est désespérément nécessaire à un moment où des conditions inflationnistes persistantes prévalent. Une enquête Bloomberg auprès d'économistes prévoit que l'économie américaine continuera d'afficher une croissance du PIB inférieure à 2% et une inflation supérieure à 2% jusqu'en 2027. L'inflation devrait rester au-dessus de 3% cette année, et bien qu'elle devrait diminuer l'année prochaine, elle restera probablement supérieure à 2%, qui est l'objectif de la Réserve fédérale. Cela s'explique par le fait que la hausse des droits d'importation imposés par les tarifs douaniers se répercutera plus largement sur les prix à la consommation et ne s'estompera que progressivement l'année prochaine. Qu'aucune perturbation supplémentaire ne survienne. Si l'économie continue de sous-performer et que la Fed doit fournir un stimulus forcé, l'inflation pourrait augmenter encore davantage. Dans tous les cas, il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement des anticipations d'inflation. L'inflation réelle a augmenté depuis avril, lorsque les droits de douane ont été imposés, dépassant le seuil de 2% préféré par la Fed. Les économistes interrogés par Bloomberg s'attendent également à ce que le taux de chômage atteigne 4,4% d'ici la fin de l'année et reste à ce niveau pendant la majeure partie de 2026. En résumé, les conditions macroéconomiques resteront stagflationnistes pour le reste de 2026, avec d'importants risques à la hausse jusqu'en 2027. L'inquiétude concernant la stagflation a atteint un tel niveau que même Wall Street, habituellement optimiste, prend désormais en compte la stagflation aux États-Unis. Tout cela reflète une véritable situation de récession pour l'économie américaine. Mais il existe un secteur qui camoufle parfois la sous-performance, voire la récession, de l'économie américaine. C'est l'industrie de la tech et de la finance. Bien qu'il soit erroné d'imaginer que ce secteur, contrairement à l'économie réelle, soit en récession, tout n'y va pas bien non plus. Et c'est là qu'intervient le 5e et plus dangereux échec de Trump.
Nous disons le plus dangereux car c'est là que réside le pouvoir. Si l'administration Trump ne parvient pas à servir ses maîtres, il sera évincé. Cela nous amène au cinquième échec, à savoir la trinité dollar tech finance aux États-Unis. Tout le monde sait que la domination mondiale de l'économie américaine repose sur cette trinité. Le dollar, Wall Street et les plus grandes multinationales, aujourd'hui incarnées par les fameuses Magnificent Seven. Cette trinité est au cœur non seulement d'une grande partie de la croissance de l'économie américaine, mais aussi de la protection de l'économie américaine contre toutes sortes de vulnérabilités et de chocs. Mais nous voyons aujourd'hui des fissures dans cette trinité. En réalité, ce sujet mériterait une vidéo à part entière. Merci de commenter si vous souhaitez une vidéo complète sur cette trinité. Voici cependant un bref aperçu de la situation. Commençons par le privilège du dollar. Le statut mondial du dollar permet aux entreprises américaines de mener des transactions sans avoir à payer d'assurance ni de couverture. Il permet également au Trésor américain de maintenir des niveaux inhabituels de dette et de déficit. Cela fait des États-Unis l'épicentre de la finance et surtout, cela nous protège des pires crises financières, car en période d'incertitude, l'argent afflue vers les valeurs refuges, faisant grimper le dollar, tandis que le reste des devises mondiales s'effondre. Prêtons une attention particulière à ce graphique. Concentrez-vous sur les points en 2008, 2012, 2014 et 2020, après lesquels la valeur du dollar a fortement augmenté. Ces points correspondent à la crise financière mondiale, à la crise des obligations européennes et à la pandémie de Covid. Le point le plus important est que chaque fois qu'il y a une crise économique mondiale, l'incertitude s'installe. Par mesure de sécurité, l'argent quitte les actifs financiers libellés dans d'autres monnaies locales pour se réfugier dans les actifs libellés en dollars, ce qui fait grimper le cours du dollar. En d'autres termes, ce qui constitue une crise pour le reste du monde est une aubaine pour le dollar américain. Ainsi, à la mi-2008, pendant la crise financière mondiale, la valeur du dollar a grimpé en flèche alors que la panique s'installait. Les investisseurs ont fui les actions, les matières premières et les marchés émergents pour se réfugier dans les liquidités américaines et les bons du Trésor, ce qui a fait monter le dollar. De 2010 à 2012, il s'agissait d'une phase de reprise. En raison des taux d'intérêt nuls de la Fed et de l'assouplissement quantitatif, le dollar a été affaibli de manière quelque peu délibérée. Mais à mesure que la crise de la dette souveraine de la zone euro s'intensifiait en Grèce, au Portugal, en Irlande, en Espagne et en Italie, l'euro s'est fortement affaibli, rendant le dollar plus fort en comparaison. En 2012, chaque regain de tension autour du plan de sauvetage grec entraînait des flux de capitaux vers les bons du Trésor américain, faisant à nouveau grimper le dollar. En 2014, le dollar s'est de nouveau envolé. La crise de la zone euro ne pouvait pas être contenue, et la fuite des capitaux hors d'Europe, due au resserrement de la politique monétaire de la BCE, a provoqué une forte hausse du dollar. Il y a également eu l'effondrement du prix du pétrole en 2014 qui a pénalisé les exportateurs de matières premières comme la Russie, le Brésil et le Moyen-Orient, tout en augmentant la demande de dollars américains. Le résultat a été une nouvelle hausse du dollar. Et enfin, 2020. Le Covid est arrivé le 30 janvier 2020. En février, le dollar a bondi de 8% en seulement quelques semaines, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2002. Les investisseurs du monde entier ont abandonné les actifs risqués et se sont précipités vers le cash en dollars et les bons du Trésor, provoquant une pénurie de dollars sur les marchés mondiaux. Cette ruée vers la liquidité a entraîné une demande massive de liquidités américaines. Ensuite, la politique de la Fed a délibérément stabilisé le dollar. La Fed a abaissé ses taux à zéro et lancé d'importantes opérations d'open market pour sauver l'économie américaine.
Elle a également ouvert des lignes de swap avec les banques centrales mondiales afin d'atténuer la pression sur le financement en dollars, pour éviter que les banques centrales n'abandonnent le dollar comme actif de réserve. Cette politique délibérée a affaibli le dollar, mais la Fed contrôlait totalement l'évolution du dollar. Ensuite, après septembre 2021, l'inflation a explosé dans l'économie américaine et la Réserve fédérale a opéré un virage vers un resserrement agressif, ce qui a conduit le dollar à un niveau record en septembre 2022. Cela nous amène à un moment unique, la vente massive de dollars après l'instauration des droits de douane. Cela s'inscrit dans notre récit, selon lequel la Trinité ne se porte pas très bien non plus. En avril 2025, un tarif mondial sans précédent a été imposé, provoquant un effondrement économique mondial momentané, alors que les marchés de capitaux du monde entier subissaient un choc énorme. Mais voici le changement. Cette fois, le dollar s'est fortement affaibli, contrairement à 2008, 2012, 2014 et 2020. Il n'y a pas eu de ruée de capitaux vers le dollar depuis les monnaies locales. Car désormais, contrairement à la perception du dollar comme l'actif le plus sûr, de grands investisseurs comme PIMCO et des fonds souverains de pays comme la Corée et le Japon ont pris peur à l'idée de miser trop sur le dollar. Plusieurs facteurs expliquent cela. La pression budgétaire persistante sur le Trésor américain, les attaques de Trump contre la Fed et celles de Washington contre ses alliés. Mais le résultat, c'est que l'incertitude liée aux droits de douane a fait grimper le prix de l'or à un niveau sans précédent, en faisant un actif refuge alternatif et concurrent du dollar, et a orienté les marchés de capitaux vers d'autres endroits, en Chine et dans d'autres pays d'Asie de l'Est, plutôt qu'aux États-Unis. Et cela constitue un véritable changement historique. Non, le dollar ne s'effondre pas. Non, il n'existe pas d'alternative au dollar qui émerge comme monnaie mondiale unique. Mais le dollar a certainement perdu sa position incontestée de refuge universel. Désormais, il existe une gamme de valeurs refuges, et cela est reconnu par l'administration Trump. Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des sanctions aux pays tentant de s'éloigner du dollar au profit d'actifs alternatifs. Et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a affirmé que la protection du dollar était l'un de ses principaux objectifs au sein du Trésor américain. Alors que les fonds quittent les marchés de capitaux américains, ce n'est pas seulement la baisse du dollar en période de crise qui suscite pour la première fois des interrogations, mais cela a eu de graves répercussions sur le Trésor, Wall Street et l'économie américaine dans son ensemble. Avec la perte de confiance dans le dollar, les créanciers mondiaux ont exigé une prime plus élevée pour prêter au gouvernement américain. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint de nouveaux sommets, mais voici le point le plus important. Cela augmente le coût non seulement pour le Trésor américain, mais le coût élevé de l'emprunt s'est également répercuté vers le bas, augmentant le coût du crédit pour les consommateurs via les cartes de crédit, les prêts automobiles et les taux hypothécaires. Et cela est lié à tous les indicateurs, comme la morosité du sentiment des consommateurs, dont nous avons parlé plus tôt. Enfin, il y a le marché des actions et les Magnificent Seven. Premièrement, le marché boursier américain a été fortement porté par les Magnificent Seven et le secteur technologique, comme le montre ce rapport de Bank of America. 45% des positions encombrées sont à l'achat sur les Magnificent Seven, suivies uniquement par les positions vendeuses sur le dollar américain et l'or. En fait, les actions européennes arrivent loin derrière, à la 4e place. L'AIA a eu un impact sur le secteur technologique de deux manières. Premièrement, elle a considérablement augmenté les profits grâce au licenciement massif d'employés. Deuxièmement, elle a suscité un immense optimisme quant au rôle indispensable et dominant de l'IA dans l'avenir. Cela a engendré une véritable frénésie technologique.
un afflux massif de capitaux vers les actions technologiques liées à l'IA aux États-Unis. En fait, selon certains calculs, l'IA, qui emploie très peu de personnes, ajoute 0,6 points de pourcentage au PIB, soit environ un tiers de la croissance de l'économie américaine. Mais le secteur financier technologique lié à l'IA a poussé le marché à un niveau tel que de nombreux investisseurs craignent qu'il ne soit devenu une véritable bulle. Par exemple, un rapport de Bank of America a montré que 91% des gestionnaires de fonds mondiaux estiment actuellement que les actions américaines sont surévaluées. Le marché boursier tient encore le coup parce que les investisseurs s'attendent à ce qu'une baisse des taux de la Réserve fédérale soutienne les marchés et que l'administration Trump fera finalement tout pour sauver le marché des actions. Mais le résultat global a été ce que Jonathan Levin, le célèbre chroniqueur de Bloomberg, a qualifié de déclassement des marchés financiers américains, passant de l'exceptionnalisme américain à la médiocrité américaine. Après une série de fluctuations spectaculaires en mars, avril et mai, l'indice de référence S&P 500 affiche une hausse de 9,6% depuis le début de l'année, en tenant compte des dividendes. Bien sûr, c'est un bon rendement. De nombreuses analyses de marché l'ont d'ailleurs salué comme la preuve de la résilience du marché boursier américain. Mais en comparaison, l'indice MSCI World, hors États-Unis, a bondi de 23,4%. Noson with his all-time onward secteur industriel et des services de communication. À ce rythme, les actions américaines enregistreraient leur pire performance relative depuis 1993. Et sans la domination des États-Unis dans l'IA, la situation aurait été bien pire. D'un point de vue sectoriel, seules les entreprises américaines de technologie de l'information surperforment le reste du monde, et la plupart des investisseurs considèrent même que ce secteur est surévalué. Ce qui est très important, c'est que l'enquête Bank of America Global Fund Manager révèle que, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, très peu d'investisseurs dans l'ensemble anticipent une économie américaine plus forte au cours des 12 prochains mois. Et l'anticipation est très importante pour les marchés de capitaux. Tout cela ne signifie pas que la domination financière américaine s'effondre. Il n'existe aucun autre marché obligataire capable de remplacer les bons du Trésor pour fournir de la liquidité mondiale. Les marchés d'actions américains sont encore considérés comme les plus profonds et les plus liquides par les investisseurs internationaux. Et ces derniers souhaitent toujours s'exposer aux gigantesques entreprises américaines, dont la substitution n'est pas envisageable à court terme, malgré la montée en puissance des concurrents chinois. Mais le tournant a commencé. Le statut incontesté du dollar a été ébranlé. Le marché financier américain est enfin confronté à la narration du « vendre l'Amérique ». Et les investisseurs eux-mêmes commencent à douter du segment technologique lié à l'IA, qui reste pourtant l'actif américain le plus attractif du moment. Les États-Unis ne sont plus la plus grande économie en termes de parité de pouvoir d'achat. Ils ne fabriquent plus autant qu'autrefois et ne sont plus qu'une des 3 superpuissances militaires. Leur dette nationale dépasse désormais les 37 000 milliards de dollars américains. Et, grâce à la grande et magnifique facture de Trump, elle se dirige vers les 40 000 milliards de dollars. Le FMI prévoit désormais que l'économie américaine connaîtra une croissance d'environ 1,9% en 2025, un net ralentissement par rapport au rythme de 2,8% de l'an dernier, alors même que l'économie mondiale devrait enregistrer une expansion globale d'environ 3%. Ce serait la pire sous-performance des États-Unis depuis 2022, et avant cela, 2017. Le constat est clair. Derrière ces chiffres principaux, qui ne sont en rien positifs, cette vidéo a montré que l'économie américaine fait en réalité face à des faiblesses structurelles plus profondes. L'agriculture reste en récession
Les bases industrielles vacillent sous l'effet des tarifs douaniers et de la concurrence mondiale. Et le secteur des services, autrefois pilier de la croissance économique américaine, ralentit sous l'inflation et l'instabilité. La consommation, qui représente près de 70% du PIB américain, fléchit alors que les ménages peinent à faire face à la hausse des coûts et à la baisse de la confiance. Au sommet, la soi-disant haute économie de la finance et de la technologie prospère dans une bulle déconnectée de l'Amérique laborieuse. Il en résulte une économie où la moitié inférieure des Américains ne détient plus que 2,5% de la richesse nationale. Un rappel saisissant que les coûts de ce modèle sont supportés par la majorité, tandis que les bénéfices reviennent à une minorité. Donald Trump n'est peut-être pas responsable de tous ces défauts structurels, mais il est arrivé au pouvoir en promettant de les inverser. Au contraire, ces 5 échecs, dans l'agriculture, l'industrie, les services, la consommation et la haute finance, n'ont fait que s'aggraver sous sa direction. Et ils continueront de hanter son administration à mesure que de plus en plus d'Américains prendront conscience de la réalité. Les principaux indicateurs de l'économie américaine n'ont pas suivi le rythme. Il est temps de dire la vérité. L'économie nationale américaine s'est pratiquement réduite à une poignée d'États, aux actions technologiques liées à l'IA, au secteur de la santé et aux riches. Ce dernier point est important. Les élites aux États-Unis continuent d'accumuler davantage, mais pour la classe ouvrière, Trump a été un désastre, et l'économie de Trump, dans les faits, est en récession.